Et avant de retrouver François de Closets, notre invité ce soir, Marlène Mec, bonsoir. Bonsoir Julien. Agression à Montpellier hier soir. Oui, à Montpellier, un policier de la brigade anti-criminalité a été roué de coups. Il effectuait un contrôle d'identité au pied d'un immeuble du Petit Bar avec 2 autres agents quand il a été pris à partie puis passé à tabac par un groupe de personnes souffrant de plusieurs fractures. Son interruption temporaire de travail est de 90 jours. Et selon les syndicats de police, depuis le début de l'année, 7 membres de la BAC ont déjà été pris pour cible à Montpellier. Puis dans le Gard, le futur village des marques de Fournaise inquiète les commerçants. En 2015, sur une zone de 22 000 mètres carrés, 110 magasins de grandes marques à prix cassé devraient ouvrir près de l'échangeur autoroutier de Remoulins. Une concurrence jugée déloyale par une cinquantaine de commerçants qui assistaient hier soir à une réunion d'information initiée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. Les commerçants qui sont donc très remontés. Nîmes qui prend des airs de fête à l'occasion des festivités de fin d'année. Une grande roue a été à nouveau installée sur le parvis des Arènes. Une initiative parrainée par les commerçants, justement l'association Cœur de Nîmes, auprès desquels les visiteurs peuvent donc acheter leurs billets pour monter à bord de ces nacelles pour un tour à 35 mètres d'altitude au-dessus de la ville. Alors dites-moi, c'est déjà Noël, ça y est, on en est où là? Ça approche là. C'est Noël à Nîmes. Dès que la Toussaint est passée, c'est Noël. Bon, il neige demain, quel temps pour mercredi? Non, on prévoit un très beau soleil sur toute la région. Malgré quelques passages nuageux, il devrait faire très beau. Il fera frais, en revanche, le matin, les températures resteront en dessous des 10 degrés. L'après-midi, il fait doux, jusqu'à 18 degrés pour les maximales. Si je vous dis, Marlène, les énigmes de la science, vous répondez? Christian Siatka. Hein? Pas du tout. François de Closets. François de Closets. Qui est notre invité, qu'on a retrouvé à Sorams. Et après plusieurs années à France 2, il se confie dans un livre un peu autobiographique ou pas. Réponse tout de suite. Il était effectivement à Sorams, à Montpellier, pour nous parler du Monde était à nous. Entretien avec moi et puis surtout avec Tiffaine Marchal et Sophie Carloni. 50 ans de carrière retracée dans un livre. Il est de passage à Montpellier aujourd'hui pour quelques heures pour la rencontre avec ses lecteurs. C'est mordu de ses différents livres. Il est avec nous à la librairie Sorams, centre commercial Odysseum à Montpellier. Voilà pour le coup de pub. Il est avec nous François de Closets. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez régulièrement un petit peu dans le coin. Déjà la petite question locale. Vous étiez venu à Nîmes en 2011? Je suis venu à Nîmes, je suis venu à Montpellier, à la Comédie du Livre. Qu'est-ce que vous voulez? De toute façon... Oui, je suis un amoureux du midi provençal, le midi cévenol. Je viens X fois chaque année, quoi. Et là, vous venez pour quelques heures pour rencontrer vos lecteurs. Hein. On peut dire vos fans, parce que qui vous suivent. Vous avez combien de livres, combien d'ouvrages à votre actif, François de Closets? Ça doit être à peu près le 25e. Mais voyez-vous, c'est toujours très émouvant quand on fait une signature et puis que je vois se détacher quelqu'un qui vient vers moi, il a un sac, il regarde dans son sac et il sort le bonheur en plus, toujours plus, des livres vieux de 30 ans. Ah, est-ce que vous pourriez mettre une dédicace et je signe sur le papier un peu jauni, je trouve ça très émouvant. Bon là le papier ça sort de l'imprimerie en quelque sorte depuis quelques mois, hein. Aux éditions Fayard, Le Monde était à nous. Quel âge il a François de Closets sur cette photo là, hein? Je sais pas exactement, je pense que j'ai une vingtaine d'années quoi. Bon, le début, la fin de l'adolescence, la recherche d'un boulot, le monde professionnel. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'autobiographie, c'est ce livre, c'est un côté personnel? C'est une autobiographie, mais pas une autobiographie pour raconter ma vie. C'est une autobiographie d'abord et avant tout pour la comprendre. C'est une enquête sur mon parcours. Pourquoi? Parce que c'est un parcours atypique. C'est peut-être pour ça que je l'ai publié, parce que c'est assez romanesque, parce que tout ce qui m'arrive n'a cessé de m'étonner. Donc je me dis, ça peut aussi étonner le lecteur. Je n'ai pas eu du tout un parcours classique comme on pourrait l'imaginer, bon élève, bonne famille, grande bourgeoisie. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu de la chance? Écoutez, parce que vous avez galéré au début, on va en parler, oui, hein, mais on sait ce que vous êtes venu. Peut prendre deux formes. C'est la chance ou l'opportunité. C'est pas pareil. Hein. La chance, c'est le gros lot. Allez, hop, on vous donne l'argent, vous avez gagné. L'opportunité, on vous inscrit à la compétition. Tiens, est-ce que ça t'intéresserait? Ça t'intéresse? Eh bien, vas-y. Oui, mais après, il faut gagner. Moi, j'ai saisi des opportunités.
Mais j'en suis très heureux. Hein. Et ça n'a pas été forcément simple au début. Famille nombreuse, difficile, modeste, même ruinée. Vous avez vraiment galéré aussi avant de devenir ce que l'on sait, journaliste, écrivain. Vous avez fait France Inter, l'AFP, France 2, les énigmes de la science. Mais il y a, avant ces décennies-là, retour en arrière, c'est l'après-guerre, années 50-60. Voilà, c'est... Et c'est une enfance qui était, oui, assez grise, assez triste, hein, parce qu'effectivement on était ruinés, on était nombreux, on était 10 entassés dans 80 mètres carrés sans salle de bain, mais j'ai oublié. Tout au long de ma vie, j'ai oublié cette enfance. Je n'ai eu qu'une idée pendant 17 ans. Faut que je m'en aille. Vous êtes parti très tôt, hein, 17 ans, vous avez quitté les parents. Bac, j'ai dit à maman, maman, maintenant je m'en vais. Mais je m'en vais. J'étais pas en révolte contre ma famille, c'est pas ça. Il fallait que je respire. Pendant mon enfance, je n'ai pas respiré parce que, voyez-vous, c'est pas la pauvreté, c'est le fait d'être pauvre dans un monde riche, quoi. Hein, et d'avoir la pauvreté honteuse et de se replier sur soi dans son coin. Bon, moi, j'avais besoin de respirer. Donc, je suis parti et je me suis retrouvé là, absolument seul, sans un sou, sans connaître personne, sans avoir aucun projet, sans savoir ce que j'allais faire, comment j'allais vivre, ni rien. Donc, a priori, on dit, une enfance comme ça, un départ comme ça dans la vie, il est mal parti, celui-là. Or, finalement, depuis 40, 50 ans, je fais exactement pourquoi je suis fait, ce qui me passionne, ce que je sais faire, ce qui est pour moi la réussite absolue de la vie. Qu'après on gagne de l'argent, on soit connu, tout ça, c'est secondaire par rapport à ça. Donc je suis arrivé exactement là où je devais arriver. C'est-à-dire avant d'être journaliste et écrivain, François de Closets, vous avez été clown, vous avez fait du théâtre, ça on ne le sait pas forcément. C'était des opportunités. Votre route n'était pas forcément tracée, quoi. Comme je vous l'ai dit, je quittais ma famille, j'étouffais, je voulais respirer. Et en même temps, cette société, je me tenais à l'écart. J'avais aucune envie d'aller y prendre ma place. Et donc, le monde de l'imaginaire, le monde de l'art, de la littérature, du cirque, était un monde qui me passionnait. Au contraire, le monde des études m'intéressait pas du tout. Je voulais pendant 7 ans d'études supérieures. Vous veniez à la fin pour avoir le diplôme. Voilà. Pendant 7 ans d'études supérieures, j'ai jamais travaillé une année, plus de 2 mois chaque année. Je n'ai jamais assisté à un cours, je n'ai jamais connu un prof, jamais connu un élève. Exemple à ne pas suivre. Hein. Non, c'est affreux. Simplement, je prenais mes diplômes et 10 mois par an, je vivais une bohème qui était extraordinairement heureuse, finalement. Expliquez-nous un petit peu ce passage quand vous avez une vingtaine d'années. Tout s'est joué, il a fallu prendre une décision en quelques jours, en quelques heures. Soit clown, soit tu deviens clown, soit tu bosses avec nous au ministère. Oui. Et oui, c'était une histoire insensée, mais vraiment, là, en quelques heures, ma vie a bifurqué. C'est vraiment là, à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que j'étais à Sciences Po et avec des amis, on préparait une tournée, c'était extraordinaire. On allait jouer sous chapiteau pendant tout l'été. Voulez-vous jouer avec moi ? Qui était une pièce qui avait été écrite par un grand dramaturge des années 60 qui s'appelait Marcel Achard et qui était en fait une entrée de clown. Alors c'était idiot, c'était une entrée de clown qui jouait sur scène. Nous, on allait la jouer en piste et on avait vu Marcel Achard qui nous soutenait, c'était formidable, on prépare tout ça. Tling, j'ai reçu un coup de téléphone et c'était un maître de conférence qui m'avait vu à Sciences Po et qui me dit voilà, j'ai mon ami Marcel Lévesque qui vient d'être élu président du conseil municipal de Paris, parce qu'à l'époque, Paris n'avait pas de maire, n'avait qu'un président du conseil municipal. Il a besoin de quelqu'un pour son cabinet. Est-ce que vous voulez y entrer? Mais il faut le voir dès demain. Et là, pour moi, c'était catastrophique, parce que ce que je voulais, c'était faire Croxon, le clown, et pas du tout prendre un costume 3 pièces et nouer une cravate. Je savais même pas faire une autre cravate. Et peut-être pris, je sais pas. Vous savez bien les faire maintenant. Hein. J'ai pas si c'est la bonne décision. J'ai choisi d'aller à l'hôtel de ville plutôt que d'aller sous le chapiteau. Bon, c'est là que ma vie a bifurqué, c'est vrai. C'est vrai que c'est un départ et c'est une jeunesse atypique aussi. Oui, je crois être le seul homme en France
qui vous ait alliez lire jamais au Monde. oui, pareil, qui ait jamais eu à choisir entre faire le clown ou entrer dans un cabinet ministériel. Je m'empresse de dire que je n'ai jamais dit au président du conseil municipal de Paris qu'il venait d'embaucher le clown Croxon. C'est pour ça que vous dites, en ce temps-là, le monde était à nous, était à l'imparfait. Est-ce qu'il est encore aux jeunes aujourd'hui? C'est ce que vous dites un peu dans ce bouquin, que la jeunesse des années que vous avez eues, 50-60, c'est plus la même que les années 2010. Et elle n'est plus vécue de la même façon. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des conditions de vie difficiles, matérielles, mais vous savez, ils ne les échangeraient pas contre les miennes, parce que vraiment, j'avais 3 francs 6 sous, je vivais dans un état de dénuement complet. La vraie différence, c'est que moi, le fait de vivre sans savoir de quoi demain serait fait, sans savoir ce que je deviendrais plus tard, c'était ma liberté. C'était mon insouciance, c'était ma jeunesse. J'ai jamais eu d'envie, de crainte, d'angoisse, alors que les jeunes aujourd'hui, dans une France plus riche, beaucoup plus riche que celle des années 50, eh bien, à cause du chômage, et parce que d'une façon générale, la société s'est fermée à eux, ils vivent dans les frustrations, ils vivent dans l'inquiétude. La précarité, la peur. Mais voilà, c'est-à-dire, ne pas savoir de quoi demain sera fait, pour moi, c'était la liberté, pour eux, c'est la précarité. Et c'est pas supportable, parce que une jeunesse qui ne connaît plus l'insouciance, c'est une jeunesse qui est ratée pour moi. Alors justement, la route n'était pas tracée pour vous. Est-ce que ça veut dire que maintenant, pour un jeune en orientation scolaire, il faut qu'il vraiment, c'est complètement différent, c'est pas la même époque, il doit davantage préparer, tracer sa route professionnelle et son orientation scolaire. Vous savez, c'est pas seulement que la route, effectivement. Je me suis jamais soucié d'orientation professionnelle, et à 27 ans, je n'avais aucune idée du journalisme, de l'économie, de la science, de la télévision et des essais, de tout ce qui allait faire ma vie. Vous êtes bien rattrapé, hein? Ben oui, mais vous vous rendez compte, à 27 ans, je ne savais rien. Or, ce que j'ai compris en écrivant ce livre, c'est que si j'ai pu faire exactement dans ma vie ce que j'avais envie de faire, ce pourquoi j'ai été fait, c'est précisément parce que ma jeunesse, mon enfance avait été ratée, parce que dans ma jeunesse, j'ai erré. Et donc, j'étais disponible pour les opportunités qui se sont présentées ensuite. Si au contraire, j'avais été dans une famille qui m'avait bien pris en main, j'aurais décidé à 18 ans de devenir fonctionnaire, de devenir professeur, de devenir avocat, je ne sais quoi. Ces opportunités, après, se seraient plus présentées. Je me serais embêté toute ma vie. Là, j'ai pu, comme on dit, m'éclater, précisément parce que j'avais raté mon enfance. Il s'adresse aux jeunes, au final, en conclusion, ce livre. Mais oui, je veux que les jeunes comprennent une chose, c'est que même aujourd'hui, même dans un monde difficile, les opportunités vont arriver, mais que, tout de même, il faut dire une chose, c'est quand les opportunités sont présentées et que j'ai eu le sentiment, ça me plaira. Alors attention, je suis un bourreau de travail, je suis un monstre. Une fois que j'ai dit que je ferai quelque chose, je ne fais que ça et j'en viens toujours à bout. C'est la condition. Ce fut la condition pour moi, c'est aussi la condition pour les jeunes aujourd'hui. L'écaille ne tombe pas toute rôtie dans la bouche. Hein. Il faut aussi se lever de bonne heure le matin pour aller les chasser. Voilà, et pour trouver un boulot, pour moins galérer. Le monde est à nous, c'est effectivement aux éditions Fayard. Merci beaucoup François Decloset d'avoir accepté notre invitation. Il y a ici aussi l'échéance en 2011, best-seller qui vous a valu d'ailleurs un prix. Barack Obama ou Mitt Romney en 2 mots? Parce que ça parle des États-Unis, l'avant-dernier bouquin. Il vaut nettement mieux Barack Obama. Mais vous voyez, l'échéance parlait de la France, donc d'un héros qui a tout dès le départ pour réussir et qui ne fait que décliner. Moi, je vous raconte dans ce livre l'histoire d'un héros qui a priori commence très mal et a tout pour rater, et puis qui s'en sortira de mieux en mieux. J'espère que ce roman est optimiste et jubilatoire, d'autant que ce n'est pas un roman, c'est mon histoire. Voilà, François Decloset qui était avec nous, et dans ce bouquin, n'hésitez pas, achetez-le. Merci à tous, on se retrouve tout de suite pour la suite des aléas du direct. Voilà, François Decloset qui soutient le démocrate Barack Obama, Alison. Voilà pour une bonne nouvelle pour vous. Ah, elle est à fond, elle est à fond. Le monde est à nous, édition Fayard. N'hésitez pas, moins de 20 €, achetez-le ou offrez-le. On enchaîne avec le ciné, c'est maintenant.
Avec parmi les sorties de ce mercredi, eh bien une comédie plutôt sympathique qui donne envie de voyager. Ça s'appelle New York. New York. Alors vous en souvenez, Julien, parce qu'on avait reçu toute l'équipe, enfin une partie de l'équipe, les réalisateurs, Géraldine Nakache et Hervé Mimran. On avait également, il y avait Leila Bekti, Baptiste Le Caplin. Ils étaient de passage à Nîmes et Montpellier. Ouais. C'est ça, Nader Boussandel. Donc ça, c'est pour ceux qu'on avait reçus. Complète l'affiche, Manu Payet, Marthe Villalonga, évidemment. Et du côté des Américains, on a une belle apparition plutôt drôlatique de Sienna Miller, la belle anglaise, et Drew Hemingway, qui n'est autre que l'arrière-petite-fille de l'auteur Ernest Hemingway. Donc ça, c'est pour le côté américain, parce que donc ça se passe à New York, le jeu de mots dans le titre. Alors l'histoire, c'est, moi je l'ai résumé, les pérégrinations en fait d'un groupe d'amis dans les rues de Brooklyn. Sont des amis d'enfance qui ont grandi dans la banlieue parisienne. Alors c'est un petit peu le même contexte social que dans le film Tout ce qui brille, parce que ce duo de réalisateurs, Mimran, Nakache, c'est le même que Tout ce qui brille. C'est le même casting, même si c'est pas une suite, quoi. Alors voilà, c'est le même casting. Il y a juste Baptiste Le Caplin, son nom ne me revenait pas, qui n'était pas à l'affiche de ce premier film, qui finalement Les Américaines. Mais oui, mais ce n'est pas une suite. Vous avez raison de le dire. En revanche, on retrouve vraiment la patte Nakache Mimran. Ce n'est que leur deuxième film, mais je pense que déjà on peut parler d'un duo de cinéma, d'une famille de cinéma, parce que ils ont une manière de faire de la comédie qu'on n'avait pas vu en France, ou peut-être avec Lisa Azuelos, qui est la réalisatrice de LOL ou Comme tu es belle. D'ailleurs, Géraldine Nakache avait joué dans Comme tu es belle. Et voilà, ce sont des films un peu, on va dire, à l'américaine, avec des grands passages tout en musique, une grande importance justement à cette bande originale. On découvre bien la ville de New York aussi. On découvre bien la ville de New York, donc ça c'est pour la nouveauté spécifique de ce film. Et également une petite surprise avec un passage chanté. Je vous laisse découvrir demain dans les salles, mais on se souvient que dans Tout ce qui brille, les filles, Leila Bekti et Géraldine Nakache, chantaient Ma drôle de vie de Véronique Sanson. Elle l'avait reprise et ça avait très bien marché, et on espère que ce sera la même chose, voilà, pour ce film. En tout cas, ça avait valu un César à Leila Bekti de la révélation féminine. Alors on lui souhaite le même succès pour ce film-là, New York. Pour ce film-là, qui sort mercredi dans les salles gardoises et roltaises. Autre film, autre genre, Augustine, c'est un peu plus dramatique, ça c'est différent. Voilà. Un film français également, mais plus dans la tradition du film français. Cependant, c'est un premier film de la réalisatrice Alice Vinocourt. Ici, c'est avec Vincent Ladon et la magnifique Chiara Mastroianni. Également une chanteuse qui joue là le rôle donc de la fameuse Augustine, je retrouve plus Soko. Alors l'histoire, c'est le professeur Charcot en fait qui exerçait à la Salpêtrière à Paris au 19e siècle. C'est lui qui a mené des études sur l'hystérie, et donc il va se prendre d'affection pour une de ses patientes, une jeune patiente, la fameuse Augustine, qui souffre donc d'hystérie. Il va faire des séances en public pour essayer de la guérir. Puis surtout, ça va créer forcément des doutes dans la tête de sa femme, Chiara Mastroianni. Un autre film qui sort aussi mercredi. Alors, retour aux États-Unis. Vous aimez Ben Affleck ? Mais oui. Ah, mais oui. Alors on il dit botte Barack Obama, non, ça va? Ça dépend de Barack, il danse très bien, alors je ne sais pas. Alors on dit que sa carrière un peu d'acteur battait de l'aile. Bon. Je suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous cachait vraiment des talents de réalisateur. C'est son troisième film après Gone Baby Gone et The Town, le dernier. Là, c'est donc le troisième, Argo. On est en train de voir la bande-annonce. Alors ça se passe à Téhéran, voilà. Ça se passe à Téhéran en 1979. Donc c'est la révolution iranienne, une prise d'otage dans l'ambassade américaine. Et parmi les personnes prises en otage, un petit groupe va réussir à s'échapper. Et donc l'histoire du film, c'est un agent de la CIA qui va organiser l'exfiltration de ces otages d'Iran. Et je vous l'ai dit, c'est inspiré d'une histoire vraie. Et pour y arriver, il va se faire passer, donc cet agent de la CIA joué par Ben Affleck, il va se faire passer pour un réalisateur de film. Et il va monter une magouille avec des vrais réalisateurs et des vrais producteurs aux États-Unis pour pouvoir
accéder aux otages et les faire sortir du pays. Voilà. Bon, Argo, Augustine ou New York? Voilà. À vous de choisir. À nous inviter de choisir. Merci beaucoup Anne. À très bientôt pour une prochaine non, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous êtes à Londres. C'est ça. Petite chipie. On se retrouve dans un instant pour le Battle of the Year et évidemment, on parle des élections américaines à Montpellier.